Pour le temps d'une bière, je reçois Louis-Frank Valade du Naufrageur qui a fait 11 heures de route de la Gaspésie, de Carleton-sur-Mer pour venir au Festival de Gatineau. C'est là qu'on s'est rencontrés, puis je me suis dit, je ne vais pas le repartir chez lui sans l'avoir eu en studio pour parler des belles choses reliées au monde de la bière pour le temps d'une bière. Et puis, Louis-Frank, comment ça va? Ça va bien. Comme je pensais à ma fatigue après la route et le festibière, mais j'ai une fatigue heureuse. Fatigue heureuse. Ouais. J'ai le... Justement, tu sais, quand t'es comme sur un... Tu planes un peu là, de fatigue, mais que justement, que le plaisir de voir les gens, de prendre une bière avec les gens, tu dis, c'est une fatigue heureuse, c'est le fun. Voilà. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Toi puis moi, on aime ça, parler à des gens, avoir des belles discussions. On a, regarde, j'ai déjà le festibière de Gatineau a commencé jeudi. Donc, on a eu la chance de parler avec beaucoup de belles personnes depuis jeudi. Donc, c'est bien le fun d'être ici pour ça. Qu'est-ce qui t'a fait décider de faire tout le chemin pour venir au festibière de Gatineau? C'est quand même un bon investissement de temps et de gaz. Je te dirais que l'histoire du naufrageur et la mienne avec le festibière de Gatineau date depuis 12 ans, je crois. J'étais dans la première cohorte, premier festibière qui était au lac Lémy. Donc, je crois qu'on était 8 microbrasseries. Il a mouillé toute la fin de semaine. Il y avait de la boue partout. Oh non! Mais j'ai vraiment aimé les gens ici, l'organisation qui s'est développée au fil des ans, mais qu'on garde toujours un super contact. Le biologue Mario Dair était consultant pour le premier. Il faisait partie de l'organisation au départ. Donc, tout ça mis ensemble. Les liens créés, il y a même des gens que j'avais rencontrés d'ici, qu'on en revenait l'année d'après, puis on se hier, on se revoit, qui sont venus en vacances en Gaspésie, qu'on s'est revus. Fait que c'est des liens, on crée des liens. C'est se déplacer, oui, faire la promotion de ma bière, mais justement, les rencontres qu'on fait, comme hier, j'ai rencontré un groupe de personnes, beaucoup de personnes, mais un groupe de personnes là, que vraiment la dernière, tu sais, comme quand tu finis la soirée, puis c'est les autres qui restent à jaser jusqu'à temps que c'est fermé. Vraiment le fun, justement, c'est ça on arrive, puis on jase, puis on parle de plein d'affaires. Enfin, on s'est viré hier sur la pêche. Vous parliez de pêche? De pêche, on a parlé de beaucoup de poissons. Vous avez beaucoup de pêche et de poissons, vous, en Gaspésie? Fait que c'était drôle, justement, la Gaspésie, avec le bar rayé depuis les dernières années, c'est le nouveau dada des pêcheurs de sortir des poissons immenses de la mer combatifs. Fait que c'est ça, hier on parlait de ça. Fait que ça amène tout ça, hein, la bière. Fait qu'on est ça. Puis je te dirais que il y a une semaine et demie environ un matin je me lève... J'ouvre mon téléphone, je regarde, je vois festibière de Gatineau. Hey, c'est vrai, c'est là. Puis j'ai envoyé de la bière. Moi, je n'étais pas supposé être là. J'avais de la bière au bar central parce que justement, j'ai avec mon rapport avec l'organisation, j'ai toujours un petit lien à quelque part. Toujours un petit tendre, un petit côté sensible. C'est ça. Fait que là, ça fait ça serait le fun d'aller faire un tour, voir, parler avec le monde, puis d'aller voir l'organisation. Puis j'ai envoyé un petit message, puis j'ai fait send. Bon, c'est parti. Allez, Yacta Est. Fait que là, c'est comme... Fait que là, ça a fait... OK, une heure après... Louis-Frank, ouais, ça, c'est le fun. On en regarde ça. Puis comme de fait, j'avais une place. Fait que organiser ça dernière minute, go, on y va. Mais c'est le plaisir de justement du coup de tête, d'être ici, puis je veux pas... Je sais pas si vous savez, mais il y a eu une pandémie... Puis on s'est oublié un peu là-dedans. On n'a pas pu se voir depuis un bout. Donc, de pouvoir venir vous voir, ça fait tellement du bien aussi. Là. Oui, c'est loin, oui, c'est fatigant. Oui, je vieillis aussi, je m'en aperçois. Là. Quand je me suis levé le matin, quand on est arrivé, parce qu'on est parti après le travail, le mercredi soir. Donc, on est arrivé à 3h30 du matin à Gatineau. À 6h30, j'étais debout. Après ça, on allait faire le montage avec mes amis. Puis le soir, on servait au festibière. Donc, ça fait que là, le matin, quand je me suis levé le vendredi matin, OK, je crois que je vis, mais ça va encore. Fait que j'en ai encore un peu dedans. Fait que c'est ça, c'est un peu la folie là, derrière tout ça. La folie d'être... je suis
un des plus vieux, je crois, tu sais, des premiers qui étaient là dans les premiers festibières et dans les festivals, puis qui est encore là. Oh, oui. Après 12-13 ans à faire la tournée du Québec et même plus, là, comme dans les festivals, que ce soit la France, le Brésil. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir voyager grâce à ça aussi. Là, fait que... Ah ben ça, c'est une belle aubaine pour faire une forme de tourisme qui se mélange avec l'utile. Puis, tu as mentionné la France et le Brésil. Je me demande à quoi ressemble un festibiaire en dehors du Québec, parce que, je veux dire, c'est quand même Mario Daire qui est venu avec le terme de festibiaire. Lui, ou en tout cas, lui puis sa gang. Mais je me dis, un festibiaire au Brésil, ça ressemble à quoi? C'est grandiose. Ah oui? Si vous avez la chance d'aller, c'est le Mondial de la bière, en fait. C'est l'organisation comme à Montréal? C'est l'organisation de Montréal qui a exporté le concept, mais il n'y a rien. Les Brésiliens sont des gens incroyables qui ont, avec des kiosques incroyables, c'est l'imaginaire des kiosques là, de... Tu sais, ils mettent le paquet, puis c'est un peu comme le carnaval. Ben, c'est ça, c'est à ça que je pensais. Là. C'est immense. C'est un kaléidoscope de couleurs hallucinogènes, de tout ce que tu peux imaginer, ça va être dans le kiosque. Là. On met la poudre double. Ouais, c'est quand je suis revenu de là, je dis wow, ça, c'est des gens qui font beaucoup pour que le spectacle continue. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai rencontré des bons brasseurs. J'ai bu des super bonnes bières. J'ai eu la chance de me faire ami, de devenir ami avec les gens qui ont parti de l'association des microbrasseurs du Brésil, qu'on s'est ramassé dans un petit bar à fêter leur anniversaire de démarrage de ça. Mais pour vrai, le côté fête, vivant, c'est la bière, c'est ça. Hein? Quand on parlait d'amitié, on parle de gens, mais c'est ça, il y a de la fête autour, il faut que ce soit plaisant, il faut qu'on... Mais le Brésil m'a amené ça. J'ai vu ça là-dedans. C'est dur à décrire comment c'était le spectacle. Une ambiance, c'est toujours difficile à écrire avec des mots. C'est la raison pour laquelle une ambiance est incopiable et inimitable. C'est la raison pour laquelle il faut être dans l'ambiance pour vraiment la comprendre. Mais je suppose que j'aurais pas tort d'imaginer que c'est un peu comme nos festivières à nous, avec pas mal plus de couleurs puis de danse. Puis la bière goûte pas la même chose. Oui, quand même. Tu veux pas, oui et non. Là. Ce que j'ai eu la chance d'être d'un juge justement dans un concours de bière là-bas. Ah ouais. Donc j'ai goûté à beaucoup de produits. Il y avait des produits qui ressemblaient beaucoup aux produits du Québec, l'IPA, NEPA et compagnie. Ça, tout le monde est dans le même bateau. Là. Ça veut pas, ça se ressemble. Ce que qui m'a le plus impressionné, c'est les bières barriquées, mais avec des bois brésiliens. Donc, des goûts qu'on connaît pas du tout. Quelle sorte de bois? J'oublie les noms. Mais c'est des arbres qui poussent juste au Brésil, mettons. Ouais. Fait que ça goûte pas, mettons, nos barriques à nous, dans lesquelles je présume que c'était, mettons, des barriques de Bourbon, des barriques en chêne, souvent. C'est ça, mais c'était autre chose, tu sais, comme le bois. Fait que les goûts qui sortaient de là, c'était différent. Puis c'était impressionnant. Puis je dis, waouh, ça, c'est le fun que, oui, l'IPA, tout le monde aime ça, tu sais, mais une bonne IPA bien faite, mais d'avoir un côté local, très local, qui peut juste leur appartenir à eux. C'est ça, tu sais, c'est comme, waouh, c'est là-dessus que j'ai vraiment, qui m'a le plus impressionné. Mais... Puis comment ça se compare, ça, avec le festibiaire auquel tu es allé en France? Est-ce que c'était à Paris? Est-ce que c'était dans une région? À Clermont-Ferrand, en fait. Clermont-Ferrand, OK. Oui, en fait, on a la microbrasserie, le Grizzly, à Clermont-Ferrand. Puis c'est des amis. On vend un peu de bière, on envoie un peu de bière en France par leur réseau de distribution à eux. Puis, fait qu'ils m'ont invité. J'étais allé 2 fois là-bas. Cette année, j'aurais aimé ça y aller, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Mais c'est ça. C'est encore là, c'est pas tant pour les sous, parce que pas de sous. Ça coûte beaucoup plus cher aller en France faire la promotion de ton produit. Des gallons de bière pour payer ton billet d'avion. Puis ça reste que je ne vois pas la France comme un marché pour faire de l'argent.
Je le vois par plaisir d'avoir quelques produits de temps en temps que je vais envoyer pour le plaisir. Ça fait que c'est là-dessus. Puis ça tourne autour de l'amitié qu'on a créée. Donc, c'est toujours le plaisant de regarder. T'en vas là-bas, tu sais que tu vas avoir des bons soupers entre amis, puis qu'on va passer du bon temps ensemble. Fait que c'est pour ça que j'y vais. Mais le dernier que je suis allé, c'était au stade de l'équipe de rugby locale, donc professionnelle. Fait que c'était... T'es dans un stade, là? Ah, ouais. Puis oui, ça ressemble un peu à nos... c'est un hybride entre un festibiaire et un salon de vin. Les gens viennent, goûtent vraiment, prennent des notes, faire la fête un peu, oui, mais puis après, à la fin, l'avantage là-bas, c'est que les gens, ils viennent, puis ils font leurs emplettes, puis ils partent avec la bière. Donc, ils vont prendre des bouteilles et des canettes, puis ils vont partir ce qu'on n'a pas le droit de faire au Québec. Qui est un peu ridicule, là, ce serait bien de pouvoir... Attends, on n'a pas le droit d'acheter de la bière pour partir avec à partir d'un festibiaire. Non, c'est ça. Fait que... parce que ce serait bien. Ça serait... ça nous aiderait beaucoup, le microbrasseur, de dire, parfait, les gens, ils aiment ce qu'ils ont goûté. Ouais. Donc, à la fin du festibiaire, avant de repartir, ils arrivent, ils remplissent leur sac, puis ils partent avec des produits qu'ils ont aimés. Mais excuse-moi, c'est quoi cette loi-là? C'est écrit où? Ça, c'est le Québec et le Canada. C'est la prohibition. Mais... Ah, je veux dire, je suis allé dans un festibiaire, puis j'ai constaté qu'effectivement, on m'a jamais vendu de la bière. En dehors de celle que je pouvais boire sur place. Mais j'avais jamais pensé à ça. Je pensais pas que c'était littéralement interdit. Je pensais juste pas que c'était une pratique. C'est toi, tu révèles mon ignorance. Fait que non, ouais, moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais quand par contre, c'est drôle parce que quand tu vas souvent dans les festibiaires, il va y avoir cidrerie. Ouais. Là, tu peux acheter du cidre pour emporter. Dans un festibiaire, s'il y a un cidrerier... Oui. Quelqu'un? S'il y a du cidre, si la personne qui fait du cidre te vend du cidre, c'est correct. Oui. Et tu peux goûter comme exactement. Tu vas faire la dégustation. Tu vas faire la même chose que la bière. Puis à la fin, si tu as 1000 cidres, tu peux aller t'acheter quelques bouteilles pour les ramener à la maison. On a tout ça aussi. On a-tu une exception pour le vin? Mettons, est-ce que tu as déjà été au Québec dans un festibiaire dans lequel il y avait du vin, dans lequel les gens pouvaient acheter du vin puis partir avec? Ça, je me souviens pas. C'est pour Radio-Canada, encore une fois, qui nous écoute. Ça va être votre prochain documentaire. Parce qu'on est... veut pas le cidre et la bière, on dirait qu'on a tellement une belle... tu sais, le vin aussi, là, vu que j'en vois plus souvent du cidre, on a créé des beaux liens aussi, puis il y a un bon partage aussi de connaissances entre nous. Ouais. Mais fait que c'est pour ça que je me souviens plus du cidre que... C'est pas grave, mais moi je reste avec l'image d'un stadium de rugby dans lequel le monde s'en vont faire des dégustations dans lesquelles ils prennent des notes puis ils repartent avec des caisses pleines en France. C'est pas pantoute l'idée qu'on se fait d'un vestibiaire au Québec. Tu sais, quand justement t'arrives, puis à la fin du vestibiaire que j'étais là-bas, il ne restait plus une seule bière. Toute ma cargaison de bière qui avait été... fait que c'est ça, tu sais, c'est plaisant parce que t'es là pour... Oui, tu veux faire goûter, mais la meilleure façon que les gens goûtent vraiment ton produit, c'est d'arriver chez eux puis de vraiment le goûter à tête reposée. Oui, c'est vrai. Quand quelqu'un décide de partir avec ta bière, en plus de l'avoir goûté, tu as une bonne idée de l'appréciation de cette bière-là. C'est ça l'avantage. Mais en tout cas, éventuellement, tu sais, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Il y a un travail incroyable qui se fait par l'Association des microbrasseries du Québec, la MBQ, qui travaille fort à faire évoluer les lois, à faire changer les lois avec le gouvernement. Fait que les gouvernements, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ont passé depuis, mais il y a encore du chemin à faire, justement, pour moderniser la vente d'alcool. Par rapport à ce que le marché est, par rapport à ce que la culture est devenue. La culture est pas la même. Puis, tu sais, la loi est souvent le résultat de la culture et vice-versa. Il y a Mario Daire qui me disait qu'au début, quand lui arrive avec son concept de festival de la bière, la résistance vient pas de l'État, elle vient du consommateur parce que les gens pensent qu'un festival de la bière, ça va être un Oktoberfest qui va être le lieu de tous les excès. Mario Daire se dit, mais pourquoi ça n'a pas besoin d'être ça? Fait que là, le travail qui s'imposait, c'était de dire aux gens que c'était possible de boire de la bière en quantité modérée chez les artisans. On veut pas quand on dit justement boire moins, boire mieux, c'est un peu ça. Ouais. C'est que de déguster, oui, on a des fois un peu d'excès. On est quand même on est quand même des gens joyeux.
Ben, on est des humains, d'abord et avant tout. Donc, oui, s'il peut y avoir des excès, mais quand l'excès est dans le bonheur, puis dans le plaisir, puis dans le sourire, mais en gros, ça reste quand même qu'on travaille sur la saine consommation. T'es pas obligé d'en boire 12 dans ta soirée. T'as 12 à tous les soirs, mais quand tu dégustes, tu goûtes, t'as des bons produits, t'aimes ça. C'est drôle parce que, tu sais, on n'entend pas ces excès-là quand on parle. Y a moins, on dirait qu'il n'y a pas... On parle pas de la peur qu'il pourrait avoir quand dans un salon de vin. Mais c'est la même chose. Oui, le vin, on peut déraper encore plus vite. Là, le vin est souvent plus fort en alcool. Exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est comme s'il y avait des tabous là-dessus, c'est comme s'il y avait des doubles standards. Fait que le vin, ça c'est acceptable. La bière, ça c'est pour les... Mais non, tu sais, la bière, c'est comme... On peut goûter et avoir du plaisir et sans partir... Tu sais, pour vrai, là, j'ai fait beaucoup de festibières. Ça arrive des dérapages, mais ils sont rares. La plupart des gens partent heureux, joyeux, rentrent, puis tu sais, ils s'en vont pas en titubant, là. Ils s'en vont droit, puis c'est ça. Ils ont passé une belle journée. C'est aussi mon expérience. Mais il y a toujours un danger avec l'alcool. L'alcool est un danger. C'est un poison. Oui. La bière est une façon de transformer le poisson. Le poisson. Ça, c'est parce que tu es une Gaspésie. Wow, mais quel excellent jeu de mots involontaire. Le défi du brasseur et du festivalier est de tourner ce qui est à la base un poison en passion, c'est-à-dire en mettant ça dans un cadre prévisible, sous contrôle. Donc, tu dégustes la bière. Tu n'en bois pas 9 litres. Non, tu la dégustes. Tu vas chercher quelque chose d'autre que l'alcool. Tu vas chercher des goûts, des aromates même. Puis vous, corrige-moi si je me trompe, mais vous êtes des spécialistes de l'aromate. Vous pensez à ça parce que dans un autre épisode, ou alors au vestibière, on parlait, toi et moi, des ingrédients locaux que vous vouliez mettre dans votre bière. Pour vous, c'est important, ça fait partie de votre démarche. Quand vous faites une bière, vous voulez goûter à quelque chose de local. Vous voulez aller chercher le goût qui n'existe pas ailleurs. Oui, en gros, c'est justement de développer le goût d'ici. Une bière d'ici, ça fait 15 ans qu'on existe. Je te dirais que justement, au début, on était vu un peu comme des extraterrestres. C'est sûr qu'on fait bière qui c'est de l'eau, de l'orge maltée et des céréales maltées, houblon, quelques aromates, mais d'y mettre un côté gaspésien, côté québécois. Donc, dès le départ, nos grains étaient québécois. On a été dans les premiers, dans les pionniers à promouvoir justement nos artisans qui pouvaient nous emmener justement à se développer avec que ce soit le malt, que ce soit les houblons, que ce soit les aromates, justement, comme de la forêt gaspésienne. Avec de la quoi? De la forêt gaspésienne. Oui, pardon. Mon accent. Non, mais pendant un bout, je pensais que tu me parlais d'une baie exceptionnelle qui existe juste sur les falaises de la Gaspésie à 12 C'est ça aussi, mais j'en parlais pas. C'est notre secret, ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va me surveiller là, à partir de maintenant. Mais non, on a eu... Puis tu sais, dès le départ, on disait, tu sais, on veut faire de la bière, de la bonne bière, mais faire de la bière québécoise avec un goût québécois. Donc, de mettre... on s'est dit, si jamais nous, pourquoi que nous, si on n'encourageait pas les artisans d'ici, pourquoi le consommateur devrait venir nous encourager, nous? Fait que ça fait un peu la logique. Regarde, on va aider les autres artisans à se développer, puis on va se développer avec eux. Puis de l'autre côté, justement, d'emmener, quand on parle d'aromates de la forêt gaspésienne, de la forêt boréale, c'est ça, c'est de développer des goûts typiquement d'ici, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Parlons-en de ces aromates-là. Qu'est-ce que vous allez puiser exactement dans la fameuse forêt gaspésienne que maintenant j'ai l'obligation morale d'aller visiter parce que ça a l'air super cool? C'est sûr que la Gaspésie, c'est un monde à part. Là. Faut vraiment, c'est un monde vraiment à part. Là. C'est incroyablement beau. C'est un pays incroyable. Première des choses. Deuxièmement, justement, on travaille beaucoup avec Gaspésie Sauvage, donc qui est une famille de Belges qui sont venus s'installer en Gaspésie. C'est plus gaspésien qu'un Belge. Fait que, surtout que moi, c'est ça que j'ai toujours pour dire qu'un Gaspésien, oui, il y a le Gaspésien de naissance, mais le Gaspésien qui choisit de venir y vivre, la personne est un Gaspésien
aussi à part entière parce qu'il a choisi d'y vivre, puis de le développer, puis de faire de quoi de beau. Donc, on a ce Gaspésien-là aussi. Donc, on a la chance d'avoir les Matards qui sont venus s'installer en famille. Il y a justement un film qui est sorti dernièrement qui s'appelle La famille de la forêt, qui on a la chance de eux, ils vont cueillir et ils développent la forêt boréale en cueillant les choses, puis en le faisant bien. Et on utilise les aromates qu'ils font. C'est sûr que nous, on a développé beaucoup de bières. On a 3 classiques dans nos bières boréales qu'on fait depuis vraiment très longtemps. Donc, la IPA au thé du Labrador que tu as goûté. Ouais. Donc, le thé du Labrador vient de là. Méric Baumier, une double IPA. Puis, on a aussi une double blanche à la Tennessee. Donc, À quoi? à la Tennessee. La Qu'est-ce que Tennessee c'est est que une ça? fleur indigène qui pousse sur le bord des grands cours d'eau, donc comme la baie des Chaleurs. OK. La Tennessee est une fleur qui est très... parce que je voulais avoir de quoi qui ressemblait à la camomille, avec certains goûts épicés et camomillés qui allaient sortir. Et en goûtant la Tennessee, je dirais ça c'est pas la camomille du tout, mais il y a quand même des petites similarités, dont la couleur jaune. Puis, donc, on a commencé à faire une bière, puis pour vrai, ça fait... la double blanche est une bière assez incroyable. Les aromates qui sortent de là, l'équilibre, c'est vraiment très bon. Puis, justement, on s'est aperçu, justement, en faisant des recherches sur savoir, comme je parlais plus tôt, faire des recherches, c'est quoi la Tennessee, comment il faut l'utiliser. J'ai la chance d'avoir une sœur qui est herboriste. Eh Donc, boy! de m'informer avec ma sœur Annick. Là, c'est ton affaire. Fait que là, elle a pu m'emmener beaucoup de choses sur la Tennessee. On a découvert que la Tennessee, il y a de la tuyonne dedans. La tuyonne, c'est ce qui donne le côté hallucinogène dans la... j'ai un blanc. L'alcool des poètes. Oui, je le sais, l'absinthe. L'absinthe, oui, c'est ça. Parce que l'absinthe, c'est fait à base d'armoise. Puis l'armoise, un de ses plus puissants alcaloïdes, c'est de la tuyonne. Donc, c'est ça. Fait que la tuyonne, je veux pas l'avoir dans ma bière. Donc, mais elle est soluble dans l'alcool. Mais moi, je mets pas ma Tennessee dans l'alcool. Je la mets comme une tisane dans la bouilloire, comme aromate, comme le houblon. Fait qu'on va pas chercher la tuyonne. On va chercher les aromates, mais sans la tuyonne. Donc, on n'a pas le côté hallucinogène qui va sortir parce qu'elle a jamais touché à l'alcool. Fait que tu es en train de me dire que si vous vouliez, avec cette fleur-là, c'est une fleur, cette plante-là, vous pourriez faire une bière qui ajoute à l'intoxication. Oui, mais à condition justement de le faire diluer dans l'alcool. Donc, parce que ça serait soluble dans l'eau, puis ça serait compatible avec l'alcool. C'est soluble dans l'alcool, ce que nous, on fait pas justement parce qu'on veut pas l'avoir, ce côté hallucinogène. Vous voulez pas donner trop des mots de tête aux clients. L'alcool, c'est assez c'est suffisant. L'aromate qu'il y a dedans, c'est parfait, mais sans ça. Mais c'est tout des recherches et des choses qu'on... Wow! Ouais. Mais pour vrai, c'est le fun d'avoir ces aromates-là locales, bien apprêtés, qu'on peut faire découvrir aux gens. Mais là, on va chercher le goût du Québec, mais avec une culture quand même européenne. On part quand même avec une base de bière belge, donc une bière sur blé, avec une levure, c'est une levure d'abbaye qui est dedans. Donc, le côté épicé de la levure. Mais justement, en même temps, la culture qui est là, mais en amenant la nôtre et nos goûts à nous à se développer là-dedans. Donc, est-ce qu'on l'a ici en studio? Tu as apporté une tralée de bière avec toi? Non, j'ai les deux autres. Là. Comme tu as pu la IPA de Labrador et l'Amérique Baumier, mais j'ai pas la double blanche. Et dans l'histoire, justement, dans ces bières-là, l'histoire au départ, parce qu'on est dans mes associés, mon frère et Philippe, mon ami, ben on s'est donné comme défi d'être, on va se brancher chacun une bière. Mon frère a créé la IPA au Thé de Labrador. Philippe a créé la double IPA au Méric Baumier. Et j'ai créé la double blanche de la Tennessee. Donc, vous êtes 3 là-dedans. Il y en a un qui est ton frère, puis il y en a un qui est ton ami. Oui. Puis j'ai aussi ma belle-sœur, mais elle est plus dans le côté administratif. Au départ, elle était dans le laboratoire. C'est quand même... C'est ça. Mais elle s'est tournée tranquillement vers l'administration. Mais on a chacun nos forces là-dedans. Puis... est-ce qu'il y a un consensus entre les trois, entre vous trois, qui avez brassé 3 bières différentes, sur c'est laquelle que vous aimez toutes le plus?
En fait, on les boit pas mal les trois, donc Ok, elles sont toutes on est bonnes. content, Ouais, on est ouais, content ouais. des trois. Tu me parlais de Gaspésie sauvage, je pense, votre source d'aromates, Oui. qui vous fournissent la Tanésie, et puis votre thé du Labrador aussi. Mhm. C'est ça, vous mettez du thé du Labrador dans une bière comme infusion, je Oui. suppose. C'est la même chose que justement, on l'utilise, on le fait beaucoup comme si on faisait une tisane. Donc, c'est dans le mouchot qui va aller chez les arômes et compagnie. Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils vous fournissent d'autre qui est intéressant puis qui est pertinent pour des gens qui connaissent pas la Gaspésie comme moi, qui est complètement ignare à ce sujet? Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt gaspésienne que tu as envie de nous apprendre Ben, qui existe? déjà, la base, les champignons. Donc, Oh! une panoplie de champignons que Gérard et la famille font sécher en sachets. Donc, vous pouvez vous pouvez emmener la Gaspésie chez vous. Après ça, ça réhydrate. Mais tu sais, toutes déjà, au départ, champignons. Y a-tu des champignons dans vos bières? Non, j'en ai pas dans mes bières. Il y a des brasseries, dont je crois Frontibus, je crois, qui font une bière avec des champignons de la Gaspésie, je crois. Tu sais, je me trompe peut-être, mais C'est correct, j'ai écrit Frontibus, mais avec un point d'interrogation, fait que c'est pas clair. ouais. C'est à investiguer. Ouais. Fait que, non, mais ça, Frontibus, Patrick, Lydia, mais Patrick, c'est un ami de Carleton. Ah oui? On a développé. On était pas mal ensemble longtemps. C'était un très grand bluesman, grand guitariste. Ah, Puis, ouais. de fil en aiguille, tranquillement, en trouvant l'amour sur la pointe gaspésienne, ben, bop, pop, pop, pop. Puis, OK, tourne tranquillement. Puis, il est devenu dans la bière. Fait que. L'amour et la bière. Ouais. Une histoire houblonnée de la Gaspésie moderne. Ouais. Mais non, c'est bien le fun de les voir aller aussi. Mais de voir un ami justement bien se développer, puis faire des produits, le fun. Puis, ouais. C'est beau de voir ses amis, ben, n'importe qui en fait, partir de quelque chose, devenir quelque chose de beaucoup plus, puis voir que ces gens-là font des choses qui sont bonnes pour la société. Et il y a quelque chose d'infiniment valeureux là-dedans. De voir aussi, tu sais, moi je sais c'est quoi, mais de voir aussi du monde qui travaille extrêmement fort. Parce que c'est ça, tu sais, quand on arrive et qu'on voit une canette ou qu'on voit un verre de bière, on se rend pas compte tous les sacrifices pour en arriver là. Ouais. Parce que un entrepreneur, ça se bâtit sur le long terme. C'est beaucoup d'heures, mais c'est beaucoup de sueur et de tracas à emmener ça à un certain niveau. Mais c'est ça, c'est de voir des gens, des amis se développer, mais de réussir. Mais on le sait, c'est quoi le travail derrière. On sait que c'est des nuits blanches et beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc, c'est toujours plaisant de voir les gens réussir. Sais-tu, ça me rappelle des amis à moi qui brassent dans le coin, entre ici et Montréal. Puis, à un moment donné, on devait enregistrer, puis ils sont arrivés avec une heure de retard. Puis, juste avant qu'on commençait avec l'enregistrement, il m'expliquait pourquoi il était en retard, puis il s'excusait, puis tout. Puis là, je réalisais que quand tu brasses, si c'est sur tes épaules, mettons que tu es le seul brasseur, puis que la bière n'est pas finie, il y a encore quelque chose à faire. S'il faut que tu travailles 10 heures d'affilée, tu vas travailler 10 heures d'affilée. Tu sais, c'est comme le temps ne se pliera pas à ta volonté. C'est toi qui dois te plier par rapport à la nécessité de la fermentation. Puis tu sais, ce qu'il me disait, c'est que des fois, quand tu passes une bière, il faut que tu sois 10, 12 heures sur place juste parce que tu as 1001 choses à faire. Puis c'est ça la réalité de la chose. Puis ça me fait penser à une nouvelle direction là, pour une conversation parce que je sens que c'est pertinent à ce point-ci. C'est la difficulté d'exister en tant que brasseur. On est rendu à peut-être 310, 315 brasseries au Québec. Il me semble que le marché a changé énormément. On a passé de 3% du marché à peut-être 11%. Je ne sais pas si la bière artisanale va prendre encore plus de part de marché, disons, à la bière industrielle, mais je sais qu'il y a de plus en plus de microbrasseries et ça me semble de plus en plus difficile de coexister dans ce paysage-là. C'est certain que maintenant, on est passé d'un marché en développement à un marché mature. C'est ça. Donc, oui, les parts de marché vont continuer à augmenter,
mais lentement, plus lentement. Le prochain consommateur, il est plus difficile à aller chercher que ceux qui sont embarqués déjà. Et les parts de marché augmentent pas mal moins vite que le nombre de microbrasseries. Donc, les tirages. C'est sûr qu'il, comme toujours, l'entrepreneur doit se casser la tête, trouver des solutions, puis avancer. Il y a beaucoup de... Pour vrai, il y a toujours de la place pour une microbrasserie locale. Mais locale. Mais c'est ça le clé, hein? C'est ça la clé du succès. Il faut que ce soit local pour être durable. Oui, puis parce que c'est ça, tu sais, que c'est sûr que si tu fais ton plan d'affaires à vouloir prendre toutes les tablettes du monde, c'est difficile. Tu vas t'éreinter, tu vas t'épuiser. Surtout quand t'arrives et t'es pas connu. C'est pas simple pour les gens connus. Fait que c'est pas. Fait que c'est sûr que t'as beaucoup de travail. Fait que c'est un passez-y bien là, avant de commencer à vouloir prendre. Ça, c'est plus aussi facile. Avant, quand on a commencé, c'était le fun, c'était les dépanneurs puis les bars qui nous appelaient. As-tu quelque chose? J'ai besoin de quelque chose, j'ai-tu me livrer? Parce que tu surfais sur la vague de la nouveauté du concept d'une bière qui goûterait mieux que la bière industrielle qui était disponible. Puis c'était aussi le côté imaginaire. On a commencé au début, on a mis... On était quand même une microbrasserie. Il y avait des cruchons. Je sais pas si il y en a encore des cruchons sur le marché. Ben écoute, tu as dit ça dans un autre podcast qu'on a fait ensemble, puis j'ai pas réagi sur le coup, mais là, je me rappelle que je sais pas trop, parce que quand tu me dis un cruchon, moi, je pense à la blonde du prospecteur, qui est genre 1,5 litres. Fait que c'était le même genre, mais tu sais, comme le gros cruchon, 2 litres. Ouais. Il y avait le Lion d'Or, comme on s'était parlé, qui avait commencé à Lennoxville, qui avait commencé, qui avait le cruchon clair. Pete Caribou a commencé aussi, il est arrivé dans à peu près en même temps que nous. Moi, j'étais allé en voyage aussi quelques années avant en Californie, puis c'est là que j'avais découvert le cruchon. Je m'étais dit, quand je vais avoir ma microbrasserie, je vais avoir du cruchon. Pourquoi des cruchons par rapport à de la bouteille ou de la canette? Je comprends pas. Ben, c'était on n'était pas automatisé, hein, on faisait tout à la main. Donc, embouteiller 2 litres plutôt que 500 millilitres c'est juste plus à la main, simple. c'est beaucoup plus efficace. C'est bon. On s'est développé, c'était fou, là. Il y en a un qui s'est fait une tendinite. Non, mais c'était je faisais des cruchons. On était à deux à faire ça. Puis c'était, tu sais, t'arrives, tu fais 1000 litres de cruchons. Puis c'était, fallait que tout était calculé dans le temps. Les sons, parce qu'on faisait du contre-pression, mais manuel, tu sais, avec des patentes. On s'était monté un système qui coûtait pas cher. Ça avait coûté 100 $, mais c'est ça qui a sauvé la brasserie, là. Au début, là, le marché, là, c'est ça qu'on a réussi. Mais après ça, il fallait convaincre le détaillant à avoir du cruchon, parce qu'il n'y en avait pas de cruchon sur les tablettes. Fait que moi, ce que j'ai... Le détaillant, il te voit avec ton cruchon, puis il te regarde comme si c'était un alien. Ben oui, ben tu sais, microbrasserie, ça existe presque pas encore. Il y en a, mais il y a Boréal, il y a Boréal qui est sur les tablettes, il y a RJ, il y a Unibrew qui sont sur les tablettes, mais il n'y a pas beaucoup, ça n'a pas pris d'ampleur, il n'y a pas encore de... Ça n'arrive pas beaucoup dans les régions encore, là, d'avoir les autres microbrasseries. Mais là, j'avais ça. Puis là, je voulais avoir un cruchon. J'avais découvert le cruchon brun. Donc, j'ai commencé à faire venir des cruchons bruns des États-Unis. Il n'y en avait pas au Québec. Donc, j'étais le premier, justement, à avoir ces cruchons-là. Mais puis là, on a réussi à convaincre, mais appeler les gens, regarde, moi, c'est ça, j'ai embouteillé en cruchon. Est-ce que vous aimeriez en avoir? Donc, comme un peu le pari de la bière Rimouski, dépendant de Jessup, qui était un de nos premiers clients. Il dit, j'ai déjà eu des cruchons, puis... ça n'a pas marché, ça a traîné là, tu sais, cruchon clair, puis là, non. Je vois, mais ma bière est bonne, tu sais, puis tu vas voir, ça va marcher. Ah, OK, mais je vais t'en prendre une caisse. Fait que là, tu pars, puis là, tu t'appelles à travers le Québec, parce qu'au début, je boulangeais, pâtissier, boulangeais, brassais, je servais au bar, je faisais la distribution, mais aux 2 semaines, on faisait le Québec au complet, on remplissait la vanne, puis on partait, puis on allait, on faisait la run des dépanneurs à bière, puis des bars à bière. Puis c'est le même aussi qu'on s'est créé un cercle d'amis incroyable au milieu de la bière. Oui. Mais on arrive, on laisse la route, d'un coup, on arrive, on laisse une caisse de cruchon là, on laisse une autre caisse là-bas. Puis d'un coup, hop, on n'a même pas fini notre run. Hey, là, j'en ai plus. En as-tu d'autres? Ben non, ça va aller au prochain brassage, mais OK, ben je vais en prendre plus. Fait que là, tu sais, c'est fou. Là. Puis là, tu sais, on finissait comme dépanneur Peluso à Montréal. C'était fou comment que
Tony, ah oui, je prends tout, tout le temps. C'était ça. Mais, puis là, ça. Puis c'était une belle run où on faisait travailler, on partait sa run, on commençait, on finissait, on arrivait vers 1h du matin. Dernier client qu'on faisait dans notre run dans la journée, c'était le brouhaha à Montréal, le bar à bière, pas le magasin à bière à Gatineau. Vous avez un brouhaha ici. Ouais. Puis c'était ça. Fait qu'on on arrivait, puis on débarquait la bière. Dernière étape avant de retourner chez vous. Non, pas avant d'aller se coucher. Là, on arrivait, on prenait une bière avec les amis là. Oui, il fallait prendre une bière. Le matin, on repartait sa run pour finir les autres clients qu'on avait à Montréal, aller chez Malbrou, aller à quelques endroits pour acheter des produits, puis retourner en Gaspésie pour continuer à travailler. Mais quel programme de fou! Hey, ça, là, non, mais c'est un agenda de la mort, mon ami. Ce que tu me dis, là, c'est que c'est du 24/24. Je suis, dans ces années-là, je suis venu livrer à Gatineau. Je suis venu au brouhaha. Wow. Je suis venu, c'était drôle dans le temps que c'était Gilles. Fait que partir de même, mais tu te rends pas compte que Gatineau, c'est loin, là. Mm-hmm. Fait que, tu vois la grandeur de notre province. Et d'arriver, puis tu dis, je suis rendu à Montréal, là, je m'en vais à Gatineau, puis là, tu dis, OK, je vais te revenir à telle heure, fait qu'on ira prendre une bière quand je vais arriver. Puis en fin de compte, hop, mais là, je passais, puis je voulais voir le monde ici. Fait que là, je passe, je me souviens, c'est là que j'ai connu Martine puis Daniel à Lautreuil. Oui, ben fait oui. Que, aller livrer de la bière à Lautreuil, mais c'était ça. Puis hop, là, on continue parce que j'ai encore des livraisons à faire, puis d'aller chez Doublon à Lupuline aussi, avec Mireille. Parce qu'on a commencé, on faisait affaire aussi avec Lupuline. Au début, on était les... ils faisaient justement, ils font encore un travail incroyable dans le houblon. Donc, c'est ça. C'était le fun de pouvoir venir. Je fais que, mais tu penses que l'île aux Allumettes, c'est à côté. Mais non, c'est encore loin. Là, c'est toujours plus loin. Je finissais mes nuits. Cette fois-là, justement, que j'étais supposé de retourner à Montréal pour prendre une bière. Je pense que j'ai fini dans le stationnement de l'aréna Guy Lafleur à Tursault à dormir parce que je n'étais plus capable dans la vente de livraison. Tu as dormi dans ton stationnement, ton corps te l'exigeait. Fait que c'était ça, c'était... Mais tu sais, tu fais tout ça parce que tu es un passionné à la fin. C'est ça qui arrive. Oui, mais passionné des gens. De voir le monde, je pense, parce que je pourrais, justement, j'aurais pu faire le modèle... C'est sûr que mais ça n'aurait pas été nous. Ça n'aurait pas été notre... Parce que nous, je parle de mon frère Philippe, Christelle, mais tu sais, c'est ce qu'on est. Tu sais, comme on a dit tantôt, la bière, c'est un lubrifiant social, mais c'est notre lubrifiant social à nous qui nous permet de voir des gens, créer des amitiés et compagnie. Puis c'est ça qui est plaisant. Puis que tu sais, c'est pas juste de m'enfermer dans mon cubicule à faire de quoi. C'est de faire ça. Regarde, ça fait 15 ans, puis je suis encore là. Je fais mon 11 heures de route pour venir à Gatineau voir les gens. J'aime ça. Je trouve que ça commence à être dur physiquement, mais j'aime encore ça. Mais c'est encore plaisant mentalement. Oui. Écoute, voici ce qui va se passer. Là, tu es à Gatineau. Puis toi et moi, on s'en va au Festival de Gatineau dans les prochaines heures. Je vais aller voir ton kiosque. Je vais prendre ta bière la plus folle. Mais pas ta bière au piment. C'est trop pour moi. Ouais. Je vais te prendre une IPA au mangue si c'est disponible. Sinon, je vais te prendre une bière. Mais ça, c'est sûr que toi et moi, on va prolonger la conversation pour le temps d'une bière. Excellent. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, qui se sont rendus là, allez à Carleton-sur-Mer le prochain coup que vous allez en Gaspésie parce que ça vaut la peine, parce que le naufrageur se trouve là-bas. Ce ne sera pas un naufrage, ça va plutôt être une rencontre entre amis qui n'existait pas avant. Puis si ça vous tente, pourquoi ne pas vous abonner au Temps d'une bière? On est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur une panoplie de différents réseaux de podcastage. Mais surtout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est ce qui va nous aider le plus. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous suggérer des articles, des thèmes, des sujets de podcast, des microbrasseries à interroger. Ça va te faire plaisir, on n'est pas sorteux, même si on jase beaucoup. Fait que, merci de nous avoir suivis. Puis, un grand merci à toi pour être avec nous. Merci à toi. Cheers. Ça va très. Salut.